Bonjour à toutes et à tous, chères toutes, chers tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de l'école coloniale, une arme paradoxale conçue pour dominer mais qui a fini par nourrir la résistance. Ces derniers temps, certains discours cherchent à repeindre la colonisation sous des couleurs favorables, comme si elle avait été une entreprise civilisatrice ou un progrès imposé. Pourtant, l'histoire algérienne rappelle avec une brutalité implacable que la colonisation fut d'abord une machine de mort et de dévastation. Entre 1830 et 1870, durant la seule période de la conquête, plus de 927 000 Algériens périrent, victimes des combats, des famines organisées et des massacres systématiques. Cette hécatombe entraîna une dépopulation massive, amputant une fraction considérable des 3 millions d'habitants estimés à l'époque. Et ce n'était pas que le début, et ce n'était que le début, car les décennies suivantes prolongèrent cette logique de destruction et de dévastation. Dans ce contexte de violence, de dépossession et d'expropriation, l'école coloniale fut présentée comme un instrument de progrès. Mais derrière l'apparence d'une institution éducative, elle portait en elle l'exclusion et la ségrégation, même après la loi Jules Ferry, qui rendait théoriquement l'école publique obligatoire. Cette obligation ne concernait pas les colonisés. Elle ne s'appliquait pas non plus dans les faits aux populations pauvres françaises, révélant ainsi que l'école coloniale n'était pas un espace universel de savoir, mais un outil de domination et de hiérarchisation. Je pars ici d'une idée claire et sans compromis. Le colonialisme est un mal intégral. Il ne peut être relativisé ni par les chiffres, ni par les institutions qu'il a mises en place. L'école coloniale, loin d'être un lieu d'émancipation, fut l'un des rouages de cette entreprise de dépossession, façonnant des générations dans l'ombre de l'injustice. Contrairement à ce que pensent certains, le colonialisme n'a jamais encouragé l'enseignement. Il savait qu'un peuple instruit, quelle que soit sa langue, deviendrait dangereux et retournerait les armes du savoir contre lui. L'école fut un appareil idéologique destiné à fabriquer l'image du colonisé condamné à une vie de paria. Mais paradoxalement, les outils politiques utilisés par les premiers artisans de la structure partisane autochtone furent empruntés à la France et réemployés contre la puissance occupante. C'est en quelque sorte l'histoire de Caliban et de Prospero dans La tempête de William Shakespeare et Une tempête d'Aimé Césaire. Il fallait effacer les savoirs locaux et ne permettre qu'à une élite minoritaire de bénéficier d'un enseignement public. De nombreuses écoles algériennes furent fermées. Pourtant, en 1830, la proportion d'illettrés en Algérie était relativement moins forte qu'en France. Marcel Aigretto cite Rosé, qui estimait qu'il y avait 100 écoles publiques et particulières dans Alger à l'arrivée des Français. Avant la conquête, des milliers de madrasas existaient, enseignant le Coran et la grammaire arabe. Le niveau n'était certes pas très élevé. Le décret du 14 juillet 1850 créa des écoles arabes françaises à Tlemcen, Constantine et Médéa. L'objectif était clair, former des magistrats et administrateurs arabes loyaux à la France. Mais les Algériens refusèrent massivement cet enseignement. En 1883, un décret imposa l'école publique obligatoire pour les fils de notables. Mostafa El-Sharaf rappelle qu'en 1887,
il n'y avait que 79 écoles publiques françaises pour 80 963 élèves sur 500 000 enfants en âge scolaire. Malgré la loi Jules Ferry, la scolarisation resta dérisoire. En 1954, seuls 293 000 élèves étaient scolarisés sur 2 millions d'enfants. En 62, à l'indépendance, à peine 10% de la population était scolarisée. Le discours des initiateurs était clair: former des serviteurs dociles pour l'administration. Albert Rambaud écrivait, Antoine Rambaud, pardon, écrivait en 1897: la première conquête de l'Algérie a été accomplie par les armes. La troisième conquête se fera par l'école. L'école devait inculquer soumission, fatalisme et supériorité de la culture française. Mais la complexité de l'appareil idéologique scolaire rendit les choses moins évidentes. Les programmes pouvaient être détournés et nourrir la conscience nationale. Malgré la fermeture des madrasas et zaouïas, la langue arabe ne disparut pas. Elle continua à être enseignée dans des écoles rudimentaires. On disait que l'arabe était la langue de Dieu, tandis que le français devenait la langue du pain. Dans les années 1920, des instituteurs algériens furent nommés. Issus de milieux populaires, ils croyaient aux idéaux de 1789, mais vivaient dans une situation ambiguë, marginalisée. Leur discours distinguait les valeurs des Lumières des pratiques coloniales. Les manuels scolaires français véhiculèrent des stéréotypes. L'arabe associé au désert, à la paresse, à l'absence d'histoire. L'universitaire Marlène Nasr montre que les manuels décrivaient les Arabes comme peureux et lâches face à des Français courageux. Le spécialiste de l'analyse du discours, Daniel Menguenot, constate la même chose. Une immense torpeur recouvre l'Algérie, univers de la paresse, c'est ce que montrent les manuels scolaires. La littérature coloniale renforça ces clichés. Meursault, dans l'étranger, tue un arabe sans identité. Nerval, Lamartine, Hugo, Chateaubriand, Renan, Flaubert, Delacroix reprirent la théorie du despotisme oriental. Montesquieu affirmait que le despotisme était le gouvernement normal de l'Orient. Ainsi, l'école fut à la fois lieu d'attraction et de répulsion. Elle forma des fonctionnaires subalternes, mais aussi les premiers nationalistes. Les appareils idéologiques ne sont jamais monolithiques. Ils sont traversés par les bruits, les rumeurs, les résistances des sociétés. L'école coloniale, conçue comme instrument d'assimilation, devint paradoxalement un espace où naquit la conscience nationale et où naquirent les luttes anticoloniales. Merci d'avoir suivi cette traversée. Nous avons vu que l'école coloniale, conçue comme une arme de domination, fut paradoxalement retournée contre le colonisateur, comme d'ailleurs la langue. Les 9 qui ont déclenché la lutte de libération étaient tous alphabétisés en français, mais la maîtrisaient peut-être mieux que les Français eux-mêmes. Elle a marginalisé les savoirs, l'école a marginalisé les savoirs autochtones, véhiculé des stéréotypes humiliants, mais elle a aussi formé les premiers nationalistes et nourri la conscience de libération, comme dans La Tempête de Shakespeare et Une tempête de Césaire, ces deux pièces de théâtre, où Caliban retourne la langue de Prospero contre lui. Les colonisés ont pris les outils de l'école coloniale pour les transformer en armes de résistance. Abonnez-vous si vous le désirez.
partagez la vidéo, laissez vos commentaires. Nous continuerons ensemble à explorer les mémoires, les idées et les imaginaires qui façonnent notre monde et nourrissent nos luttes futures. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt.